Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Moi, je suis né au Liban, mais je parle très mal l'arabe. Mais il y a une expression que je comprends très bien parce que je l'ai entendue toute ma vie. C'est « Kol Hawa ». C'est ce que me disait ma mère quand je mettais des Playmobil dans ses chaussures ou quand je cachais son dessert sous la table. Kol Hawa, c'est une manière polie d'envoyer les gens sur les roses en leur disant d'aller littéralement manger du vent. Mais je n'avais jamais pensé qu'en fait, c'est exactement ce que font les éoliennes. Elles mangent le vent et le transforment en électricité. Quand on ne travaille pas sur les questions d'énergie, les éoliennes, ça semble souvent un truc un peu anecdotique, qu'on peut trouver soit moche, soit joli, mais on n'imagine pas qu'une partie importante de notre avenir repose sur ces machines à manger du vent. Quand on regarde les rapports de l'Agence internationale de l'énergie ou des experts du GIEC, notre capacité à se débarrasser des énergies fossiles repose en partie sur le développement des éoliennes sur Terre et en mer. Il y a quelques mois, dans un épisode de Chaleur Humaine, j'avais reçu Thomas Vérinck du réseau de transport d'électricité. Lui, il avait coordonné une vaste étude sur une France sans énergie fossile qui s'appelle Futurs énergétiques. Et je lui avais demandé, est-ce qu'il y a des scénarios de transition qui existent dans lesquels il n'y a pas d'éoliennes ? Et il avait rigolé en disant, ça sera la réponse la plus courte de ce podcast, non, il n'y en a pas. Sauf que les éoliennes, elles sont loin de faire consensus. Depuis quelques années, une opposition farouche se mobilise contre le développement de cette énergie. On y trouve des gens d'horizons très divers, des élus conservateurs, des militants écolos, des défenseurs du patrimoine, des salariés du nucléaire. Et ils reprochent aux éoliennes d'être une fausse solution face à la crise climatique. Autrement dit, ils pensent que tout ça, c'est du vent. Quelle place l'éolien doit-il occuper dans la transition climatique ? Est-ce que les reproches qui lui sont adressés sont justifiés ? Est-ce qu'elles sont un danger pour la biodiversité et le patrimoine ? Et comment assurer à l'éolien un développement harmonieux ? Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur Humaine. Cédric Philibert est spécialiste de l'énergie, il a notamment été chercheur à l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, et il a écrit de nombreux ouvrages sur le changement climatique. Parmi ses derniers livres parus, Éolienne, pourquoi tant de haine, paru aux éditions Les Petits Matins. Il est également chercheur associé au Centre Énergie-Climat de l'IFRI. Avant de commencer l'épisode, je voulais juste vous dire qu'il est encore temps de s'inscrire pour le premier Festival des idées Chaleur Humaine qui a lieu samedi 14 décembre au Théâtre de la Ville à Paris. Si ça vous dit et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site du Monde Atelier et vous inscrire si ça vous dit. Bonjour Cédric Philibert. Bonjour. Alors si on commence par le début, Cédric Philibert, une éolienne, comment ça fonctionne et est-ce que ça ne produit l'électricité que quand il y a du vent ? Alors ça ne produit pas tout le temps, comme chacun sait, il y a des moments où il n'y a pas de vent. Mais ça produit entre 70 et 90% du temps. Simplement, une bonne partie de la production est concentrée sur les moments où l'éolienne va être, comme on dit, à puissance nominale, c'est-à-dire une éolienne qui est faite pour produire 4 MW, elle va produire 4 MW pendant une partie du temps. Alors, on définit comme ça le facteur de charge, c'est-à-dire le pourcentage par rapport à ce qui se passerait si l'éolienne tournait tout le temps, s'il y avait tout le temps du vent suffisant. Et là, on voit que ce facteur de charge, il ne cesse de progresser. Les éoliennes qu'on mettait en France il y a 15 ans, elles avaient un facteur de charge de 20 à 25%. Maintenant, on est parfois à 35%, y compris pour des éoliennes terrestres. Alors pourquoi ? Parce qu'on fait des éoliennes plus grandes, plus hautes, qui captent des meilleurs vents avec des rotors plus grands. Voilà, elles produisent donc finalement sur l'année un tiers de la puissance théorique qu'elles pourraient produire s'il y avait tout le temps du vent. C'est-à-dire elles produisent quasiment tout le temps, mais pas toujours leur puissance maximale. Oui, et elles produisent souvent seulement une fraction. Et puis, pendant 30% du temps, disons, elles produisent leur puissance maximale. Pendant 30% du temps, elles produisent une fraction non négligeable. Pendant encore quelques 20%, elles produisent presque rien parce qu'elles tournent vraiment très lentement. Il y a vraiment pas beaucoup de vent, etc. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que il faut un certain vent pour que l'éolienne commence à tourner. Et puis, au bout d'un moment, elle atteint sa puissance nominale. Et là, on s'arrange pour qu'elle reste à cette puissance, dans une gamme de vitesse de vent extrêmement importante. C'est pas seulement quand le vent est au maximum que l'éolienne est à son maximum, pas du tout. C'est quand le vent a atteint
une certaine vitesse, ça peut être 9 mètres par seconde ou 10 mètres par seconde. Et ensuite, si le vent augmente, eh ben, sur une longue plage de vitesse de vent, l'éolienne va continuer à produire à sa puissance maximale parce qu'il y a des réglages, les pales vont se tourner un petit peu pour prendre un peu moins de vent et pas faire des efforts extraordinaires mécaniques sur le mât, etc. C'est des engins très sophistiqués aujourd'hui. Et voilà. Puis alors, si vraiment il y a une tempête, elles vont éventuellement s'arrêter. Par précaution, pour éviter de se détruire. Et qu'est-ce qui change entre les éoliennes sur Terre et les éoliennes en mer ? Sur Terre, ce qui complique les choses, c'est tous les obstacles pour le vent. Les maisons, les arbres, les reliefs, les collines, etc. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'éoliennes un peu hautes. En mer, le vent, il se déploie sans frein, beaucoup plus facilement. Donc il est plus constant, il est plus régulier, il est souvent plus fort. Ça produit bien, c'est des machines plus grosses. Les premières qu'on a mises à Saint-Nazaire, c'est des 6 mégawatts, mais la moyenne en Europe aujourd'hui, c'est 12 mégawatts. C'est le double. Et puis, on va vers des éoliennes de 18 ou 20 mégawatts, qui seront la norme. Il y en a déjà quelques-unes qui fonctionnent. On sait que les turbiniers européens les préparent. Il y en a une ou deux qui fonctionnent en Chine. Voilà, donc on va se faire des machines assez grosses. Mais au fond, pourquoi on est obligé d'avoir des éoliennes dans la transition ? Qu'est-ce qui fait qu'il faut absolument en installer et qu'on ne peut pas faire autrement ? Pourquoi est-ce que Thomas Vérinck vous a dit il n'y a pas de scénario sans ça ? Parce que parfois les gens disent il suffit de faire du solaire. En fait, non. Pourquoi non ? Parce que en Europe, on est dans des pays relativement froids, alors un peu moins si c'est la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, mais voilà, on est quand même plutôt dans des pays tempérés, comme on dit, même avec le réchauffement climatique. Et résultat, on a besoin de plus d'électricité en hiver. Les journées sont plus courtes, il fait plus froid, voilà. Donc on a besoin de plus d'énergie en hiver. En gros, la consommation moyenne d'électricité en hiver, c'est le double de la consommation moyenne d'électricité en été. Or, le solaire, il marche très bien en été, enfin à partir de mars, de mars jusqu'à septembre, octobre, il fonctionne très bien. Après, quand même, les journées raccourcissent, le soleil est plus bas sur l'horizon, il y a plus d'absorption par l'atmosphère. Enfin bref, le solaire produit moins en hiver. Alors que les éoliennes produisent plus en hiver, parce qu'il y a du vent en hiver, souvent, la nuit, voilà. Donc c'est contracyclique par rapport au solaire. Ça produit plus l'hiver que l'été. Le solaire, c'est l'inverse. Ça produit plus la nuit que le jour. Le solaire, c'est l'inverse, etc. Donc, ça se complète bien. Si on faisait que du solaire dans un pays tempéré, on aurait besoin d'énormément de solaire et surtout d'énormément de stockage. Et ça coûterait forcément assez cher. Grâce à l'éolien, on réduit considérablement les besoins de stockage pour avoir une alimentation d'électricité en permanence. Il y a une autre raison pour laquelle on dit que c'est important de développer les énergies renouvelables pour face au changement climatique. C'est aussi que, si je comprends bien, on peut développer l'éolien et le solaire relativement rapidement. C'est-à-dire que c'est les technologies auxquelles on peut avoir accès assez vite. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on développe ces technologies suffisamment rapidement en France, en Europe ? Alors, c'est jamais assez rapide par rapport au changement climatique qui galope. Donc, on voudrait avoir fait tout ça il y a déjà 20 ans. Mais voilà, ça va vite. Alors, c'est encore plus net pour le solaire. Je vais quand même donner l'exemple du solaire parce que j'ai à peu près les chiffres en tête. En 2004, on a pris toute l'année pour déployer dans le monde 1 gigawatt, 1000 mégawatts de solaire. En 2014, on a fait ça tous les mois. En 2017, on a fait ça toutes les semaines. Et en 2023, on a fait ça tous les jours. Voilà. Donc, ce qu'on mettait il y a 20 ans, ce qu'on mettait toute l'année pour faire, maintenant on le fait tous les jours. Donc c'est un développement exponentiel. Alors c'est vrai aussi pour l'éolien, mais c'est aussi un développement quand même rapide. On a des 600 gigawatts dans le monde. En France, on a 10 000 éoliennes, un peu plus de 10 000 éoliennes maintenant. On les voit quelquefois quand on prend le train ou la voiture et qu'on voyage, on voit des éoliennes, mais enfin c'est pas non plus, on n'est pas envahi. Alors il y a peut-être quelques coins où il y en a une proportion un peu plus grande, dans les Hauts-de-France ou le Grand Est, mais il y a des vastes régions où il n'y en a pas une et qui mériteraient d'en avoir. Je pense à la Savoie en particulier. L'éolien, aujourd'hui, c'est autour de 8% de la production d'électricité. Le nucléaire, on est plutôt autour de 60-70%. C'est quoi les trajectoires des années à venir sur la place de l'éolien et des énergies renouvelables dans la production d'électricité en France ? Alors, on est sur une croissance assez rapide. On pense que dans les 25 ans qui viennent, on va monter ça de façon
extrêmement importante. Pourquoi? C'est-à-dire, on va le multiplier par peut-être par 10 pour le solaire et par 4 ou 5 pour l'éolien, peut-être pas en nombre de mâts, mais en électricité délivrée, puisqu'on va faire la moitié peut-être en mer, et puis sur Terre, on va aussi, j'espère, accélérer le rythme, bien que le gouvernement a l'air de vouloir s'en tenir à un petit rythme pépère d'installation annuelle. On va en avoir besoin pour 2 raisons. D'abord parce que le nucléaire vieillit, et on voit maintenant combien c'est difficile de créer des centrales nouvelles qui répondent aux nouvelles exigences de sécurité. On a mis 20 ans pour faire un EPR à Flamanville, c'est-à-dire 12 ans de plus que prévu, et puis un prix qui était 5 fois plus que prévu. Peut-être qu'on fera mieux dans la série d'après, mais je ne sais pas, ça reste à prouver. EDF disait on peut en faire 2 tous les 4 ans. Alors 2 tous les 4 ans, et on commencerait à les raccorder en 2035. C'est-à-dire qu'en 2050, on en aurait peut-être 6 ou 8. Alors c'est bien, mais c'est pas un scénario qui permet de faire même la moitié de notre électricité. Donc ça, c'est un premier côté de la chose. Le deuxième côté, c'est que la demande d'électricité va augmenter. Alors pourquoi? Vous allez me dire, on ne fait pas assez d'économies d'énergie, tout ça, bien sûr. Mais fondamentalement, si on veut lutter contre le changement climatique, il faut remplacer les combustibles fossiles ou les carburants dans tous leurs usages directs, c'est-à-dire dans les transports, dans les bâtiments, dans l'industrie. Et il faut les remplacer fondamentalement par de l'électricité. Il peut y avoir quelques exceptions, il peut y avoir du solaire direct, il peut y avoir un peu d'hydrogène, il peut y avoir un peu de biomasse, mais ça, c'est limité par plein de raisons. Ce qui n'est pas limité, c'est le solaire et c'est l'éolien. Alors, en France, on n'est quand même pas très en avance sur l'éolien si je compare à l'Espagne, l'Allemagne, le Danemark, même les Pays-Bas, la Belgique. Ils ont beaucoup d'éoliennes, soit terrestres, soit maritimes. La Chine, n'en parlons pas. Les États-Unis sont très bons en éolien terrestre. Ils sont moins bons pour l'instant en éolien maritime parce qu'ils ont une grande surface terrestre. Franchement, c'est un mouvement mondial, l'éolien. Alors j'aimerais bien qu'on balaie les différentes critiques qui sont adressées aux éoliennes et je pensais à ça en vous écoutant tout à l'heure sur cette question-là de la production variable ou intermittente des éoliennes, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de vent, ça produit pas. Et donc ça, c'est une critique qui est très souvent faite en disant, on nous raconte des carabistouilles avec ces histoires d'éoliennes, puisque la semaine sans vent, même si on a mis des éoliennes partout, en fait, on produit pas d'électricité. Et là, le solaire, comme vous le disiez, en février à 19h, il n'y a pas de solaire. Et s'il n'y a pas de vent non plus, comment on fait pour avoir suffisamment d'électricité à ce moment-là ? Bon, d'abord, il faut effectivement combiner divers moyens renouvelables, notamment pour la production d'électricité, donc l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité. Après, il y a effectivement la possibilité de moments où il y a, en gros, ni vent, ou peu de vent, peu de soleil. Alors, la première chose à faire, c'est d'abord de regarder quand même sur quelle surface ça joue. Parce que si je prends une éolienne, oui, il y a des moments où elle n'a pas de vent. Si je prends 10 000 éoliennes sur un territoire grand comme la France, ces moments sont déjà plus rares. Si je prends 100 000 éoliennes sur toute l'Europe, c'est encore plus rare. Après, il arrive c'est une semaine où il y a peu de vent et peu de soleil en hiver quand la demande est forte. C'est ce que les Allemands ont nommé les Dunkelflaute. C'est le moment où il y a un problème. Et donc, on pense qu'il faut garder des moyens de production thermique pour ces passages-là. Alors, ça, c'est important parce que c'est finalement un des reproches souvent adressés aux éoliennes. L'idée que pour qu'elles puissent fonctionner, à côté, il faudrait des centrales à gaz ou des centrales à charbon pour les remplacer quand justement il n'y a pas de vent. Alors, non, mais souvent, on va beaucoup plus loin que ça. On dit pour chaque mégawatt nouveau d'éolien, il faut ajouter un mégawatt de centrale à charbon ou à gaz, ce qui est complètement faux. C'est complètement faux. La réalité, c'est pour des dizaines de gigawatts d'éolien et plus de 100 gigawatts de solaire, dans un scénario 100% renouvelable, on aura besoin de batteries et d'une vingtaine de gigawatts de centrales thermiques. Alors, c'est un problème un peu en France parce que, comme on a fait beaucoup de nucléaire, on n'a pas beaucoup de centrales à gaz qui restent. En général, dans le monde, on va continuer d'utiliser les mêmes. Simplement, au lieu d'utiliser 80% du temps,
on va l'utiliser 5% du temps, ou 10%, ou 2% du temps. Les calculs de RTE, sur les scénarios 100% renouvelables, disent qu'on va puiser dans les centrales thermiques pour 2,6% de la consommation électrique. C'est-à-dire 17 TWh sur 645 TWh consommés par an. C'est vraiment très peu. Ces centrales à gaz là, qui servent de soutien au régime électrique quand il y a un Dunkelflaute, quand il n'y a pas de vent, pas de soleil pendant 8 jours, ou pas assez. C'est un peu comme le générateur électrique de secours de l'hôpital. Il n'est pas là pour marcher tout le temps, parce que si la ligne tombe qui alimente l'hôpital, il y a des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas d'électricité, donc on a un groupe électrogène de secours. C'est un peu pareil, c'est comme ça que je vois ces centrales à gaz. Alors, il y a un autre reproche qui est souvent fait aux éoliennes, c'est la question des ressources. C'est l'idée que pour développer l'éolien, en fait, on va avoir besoin de beaucoup de métaux, que ça va encore augmenter la pression sur la croûte terrestre, et que pour cette électrification à tout crin, et en particulier développer les éoliennes, on a besoin de terres rares, de métaux critiques, et qu'en fait, on n'a pas du tout assez de métaux disponibles pour pouvoir développer les éoliennes à la hauteur de ce que disent les rapports de l'Agence internationale de l'énergie ou du GIEC. Alors, c'est vrai que j'entends très souvent ces objections. Il y en a même qui disent il va falloir produire tellement de métaux, il faut tellement d'énergie pour le faire. D'abord, on n'aura plus cette énergie parce qu'on va manquer de pétrole. Et ensuite, même si on l'a, ça ferait tellement d'émissions supplémentaires que finalement, ça vaut pas le coup. C'est complètement faux. Et les gens s'imaginent qu'on va multiplier par 5 ou 10 la production de métaux. Mais non. Mais non. Vous savez, les métaux, et surtout le travail d'extraction minière, c'est 3 métaux. C'est le fer, c'est le cuivre et c'est l'or. Et sur ces 3 métaux, l'impact de la transition énergétique sur le fer, c'est quelques pourcents, moins de 5%. Sur l'or, c'est à peu près négligeable, parce que l'essentiel de l'or, c'est quand même plutôt les bijoux et la monnaie de réserve. Les usages industriels, c'est moins de 10%. Et le cuivre. Alors, sur le cuivre, ça joue, parce que le cuivre, c'est le métal de la transition énergétique. Donc, le cuivre, sa consommation augmente régulièrement pour des tas d'usages, mais la transition énergétique va demander du cuivre, parce qu'il en faut pour les éoliennes, pour les panneaux solaires, pour les réseaux électriques, pour les moteurs électriques, pour les batteries, il en faut pour tout. Et même pour les pompes à chaleur, c'est un bon échangeur de chaleur et un bon conducteur d'électricité, donc c'est vraiment un métal parfait. Mais alors ce cuivre, est-ce qu'on en a en quantité suffisante pour pouvoir assurer une transition avec les moyens technologiques qu'on a sous la main aujourd'hui? Alors ce qui est intéressant, c'est que le cuivre, il y a 60 ans, on pensait qu'on avait devant nous 280 millions de tonnes de cuivre. C'était les réserves, c'est-à-dire ce qu'on pouvait exploiter dans les conditions économiques de l'époque. Et puis, il y avait des ressources. Alors, ça, c'est ce qu'on soupçonnait qui existait, ce qui était 1,6 milliard de tonnes. Depuis, on a extrait 650 millions de tonnes de cuivre, donc plus de 2 fois plus que les réserves. Et maintenant, on estime les réserves à 890 millions de tonnes, et puis les ressources à plus de 5 milliards de tonnes. Donc, on a les réserves. Et on a largement assez de cuivre. On a 3 problèmes. Un problème, c'est d'augmenter le rythme d'extraction de façon suffisante pour suivre la demande. Un deuxième, c'est d'éviter que des extractions soient concentrées dans un trop petit nombre de pays, et notamment que le raffinage soit trop concentré en Chine. Et puis, on a un problème qui est de faire les choses bien, ou le moins mal possible, du point de vue de l'environnement. Du point de vue de l'environnement, il faut quand même voir qu'il y a des très grandes différences entre les pratiques minières selon les pratiquants, selon les compagnies. On extrait du nickel, par exemple, en Indonésie, on a 10 à 15 fois plus d'émissions de CO2 associées que le nickel qu'on extrait au Canada. Donc on peut faire des choses, on peut faire de la mine dégueulasse et on peut faire de la mine relativement propre. Voilà, mais évidemment, il y aura toujours un impact, hein. On va pas se raconter des histoires. Un autre sujet d'inquiétude, c'est la question du recyclage. On sait bien faire pour l'essentiel des éoliennes, mais par contre, on ne sait pas recycler les pales. Alors, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de ces immenses pales d'éoliennes et est-ce qu'on saura à terme les recycler? Alors, aujourd'hui, la plupart du temps, on les valorise en incinération, ça produit de l'énergie, ou ça, enfin pas beaucoup, ça on consomme autant que ça en produit, je crois. Voilà, donc la valorisation est douteuse, mais on s'en débarrasse.
Maintenant, je pense on fait des progrès dans le recyclage, on arrive à les décomposer, et à les recycler en partie. Il y en a qu'on réutilise en mobilier urbain ou en support de panneaux photovoltaïques. J'ai vu des très beaux projets en Suisse avec des pales d'éoliennes recouvertes de panneaux photovoltaïques. Évidemment, elles sont fixes, elles servent juste de support pour ces panneaux, voilà. Il y a des abris à vélo, il y a des mobiliers urbains qu'on fait avec des pales d'éoliennes. Bon, je suis pas sûr que ça suffise à absorber toute la quantité qu'il y aura quand on va faire du repowering un peu systématique, c'est-à-dire qu'on va remplacer les éoliennes les plus anciennes, donc on a commencé, par des éoliennes plus modernes, avec des mâts moins nombreux. Aujourd'hui, on fait ça, on remplace 5 éoliennes par 3 ou 4 éoliennes plus grosses, plus hautes, plus puissantes, plus élégantes. Et voilà, donc oui, il y a encore une difficulté avec les pales. Alors, sur le net, vous trouvez partout là, des photos qui se baladent d'endroits d'enfouissement, de pales, pour dire c'est très moche, c'est affreux, c'est très localisé, c'est aux États-Unis, c'est pas chez nous, mais bon, c'est comme ça. Un des autres sujets qui est souvent abordé, c'est l'impact sur la biodiversité et notamment sur les oiseaux et les chauves-souris. Alors moi j'ai vu par exemple qu'il y a aujourd'hui des développeurs éoliens qui travaillent sur le fait d'arrêter les pales à certains moments par exemple où les chauves-souris sont très nombreuses. Est-ce que ça aujourd'hui ça a un impact qui est très significatif? C'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment des milliers d'oiseaux, des milliers de chauves-souris qui meurent sous les coups de pales d'éoliennes? Et est-ce que c'est un problème qu'on sait résoudre? Dans le monde, il y a certainement des milliers d'oiseaux qui meurent sous les éoliennes, mais il y en a des millions ou des dizaines de millions qui meurent sur les pare-brises des voitures, sur les vitres des immeubles, ou dévorés par des chats domestiques plus ou moins revenus à la vie sauvage. Donc quand on fait la liste des sources pour les oiseaux, on est très loin derrière les pesticides qui empoisonnent des animaux que les oiseaux vont manger, etc. On est vraiment tout en bas des causes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. On fait des tas de choses, on fait de l'effarouchement, on fait de la détection automatique, et effectivement on bride les éoliennes, voilà, on évite de les placer dans des couloirs de migration évidemment. Donc on ramasse quelquefois un oiseau, un milan, etc., qui est une population qui se porte bien. Mais voilà, on ramasse quelquefois un oiseau mort au pied des éoliennes, ça arrive. Ça reste très peu, et il faudrait surtout pas oublier que le changement climatique est une des 4 principales causes d'érosion de la biodiversité et d'effondrement du vivant, et que c'est pas du tout le cas des éoliennes. Les éoliennes ne boxent pas du tout dans la même catégorie que le changement climatique. C'est quand même ça qu'il faut dire. Alors on voit bien quand on vous écoute que de toute façon on a besoin de développer les éoliennes, mais en France, et c'est aussi le cas dans une moindre mesure dans d'autres pays, on voit bien que c'est un sujet de friction. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour que les éoliennes soient mieux acceptées, pour qu'elles rencontrent moins de freins dans leur développement? Oui, c'est particulièrement difficile en France parce que, alors, il y a plusieurs choses qui se mêlent, comme vous l'avez dit. Il y a les gens qui veulent pas que quelque chose change dans leur environnement immédiat, c'est ce qu'on appelle le NIMBY, Not in my backyard. C'est une réaction à la limite qu'on peut comprendre. Il y a aussi des gens qui mettent de l'huile sur le feu de façon extrêmement délibérée. Donc, à l'échelle mondiale, c'est surtout les lobbies fossiles qui, après avoir dépensé des millions pour jeter le doute sur le changement climatique, alors qu'ils savaient pertinemment à quoi s'en tenir, les historiens l'ont montré, ils dépensent maintenant des millions pour critiquer toutes les solutions qui permettent de se détourner des combustibles fossiles. Ils dépensent vraiment des millions et ils sont très riches. Ils ont des États à eux, si j'ose dire, des États pétroliers qui, dans les instances internationales, peuvent retarder la mise en place de décisions ou même de vocabulaire qui leur déplaît. Il a fallu 28 ans pour arriver à dire dans la Convention climatique qu'on allait s'écarter des combustibles fossiles. Ça a pris quand même longtemps parce qu'il y a des pays qui tirent trop de revenus des fossiles. Et alors en France, on reprend ces arguments, ils sont très souvent traduits de l'anglais, ça se voit tout de suite. Voilà, on reprend tous les arguments inventés par ces officines grassement payées par les gens du fossile, et ça se complique du fait qu'il y a un lobby nucléaire en souffrance. Enfin, j'entends bien ça, mais pour autant, on ne peut pas dire uniquement aux gens qui sont mal à l'aise avec les éoliennes, qui ne sont pas gentils parce qu'ils sont sous l'emprise des énergies fossiles ou défenseurs d'un nucléaire ancien. Il y a aussi des gens qui disent moi ça fait du bruit, ça me dérange, il y a des signaux lumineux, ça a un impact sur le patrimoine. Tous ces discours-là, comment vous y répondez? D'abord, c'est vrai que les signaux lumineux, on pourrait résoudre le problème en fait, parce qu'on a su le résoudre dans d'autres pays.
Il suffit d'équiper les éoliennes d'un transpondeur qui va réagir si un avion s'approche et ça s'illuminera à ce moment-là et non pas toute la nuit. Donc ça, c'est un problème qu'on pourrait régler assez facilement. Les problèmes de bruit, ils sont très largement exagérés. Il faut vraiment être, comment dirais-je, le bruit peut servir de révélateur s'il y a un mécontentement qui est dû à d'autres choses. J'étais contre, on l'a construit quand même, c'était pas mon avis, voilà. Dans la plupart des cas, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Dans la plupart des cas, il y a des gens qui protestent avant et qui après s'y font. Très bien. Vous allez voir dans le Nord, vous allez demander au maire de Montreuil-sur-Mer, il vous expliquera qu'il fait partie d'une communauté de communes de 49 communes qui a une centaine d'éoliennes et que ça lui a financé une zone d'activité, le centre médical, enfin plein de trucs, voilà. Et donc les gens s'y font assez bien. Alors les critiques disent oui on les achète, bah oui on les achète, oui on les achète. Ça veut dire quoi? Il y a une compensation pour même une nuisance qui est légère. La nuisance du bruit, franchement elle est très légère, c'est comme si une machine à laver qui tourne au loin. Mais ça peut gêner, ça peut irriter les gens qui auraient bien voulu que ça n'existe pas et que leur avis soit pris en compte. Alors ce qui marche bien en fait, c'est quand les éoliennes sont décidées et restent sous le contrôle des gens du coin. Alors ça, c'est très bien. L'éolienne citoyenne, c'est parfait. C'est des gens qui s'associent par dizaines ou par centaines. Ils mettent de leur argent. Après, ils vont à la banque, et puis ils vont trouver des développeurs. Mais ils s'associent. Éventuellement, ils gardent le contrôle, ou en tout cas, ils gardent leur argent. Bah, ça leur fait un revenu aussi, indépendamment de la taxation. Ça fait un revenu personnel pour les gens qui ont mis de l'argent dedans. Mais surtout, ils gardent le contrôle. Et là, ils ont associé une bonne partie de la population. C'est eux qui ont fait la démarche. D'accord, mais si on veut s'assurer d'un meilleur développement de l'éolien, meilleur que ce qu'on a aujourd'hui, quelle serait la première chose à faire pour se simplifier la vie? Si on veut lever des gros obstacles, peut-être le premier, c'est avec l'armée. Pourquoi? Parce qu'on a en France une exigence d'éloignement des éoliennes et des radars qui n'existe nulle part ailleurs, qui est bien plus grande qu'ailleurs. C'est-à-dire que, en gros, dès que l'écho était perceptible, et il est perceptible à 50 ou 60 km, ah ben non, c'est pas possible de faire une éolienne là. Donc on a pris des distances très grandes, et le résultat, c'est que 70% du territoire national est interdit d'éoliennes. C'est absurde. C'est franchement absurde. Il y a d'autres choses. Alors, il faut peut-être aménager un petit peu les tarifs. Vous savez, on a des tarifs qui sont nationaux, parce qu'on ne veut pas encourager des projets éoliens là où il n'y a pas de vent et des projets solaires là où il n'y a pas de soleil. Ce que je comprends. Mais il faudrait mettre un tout petit peu de souplesse pour que même dans un endroit où il y a un petit peu moins de vent ou un endroit où il y a un petit peu de soleil, on puisse faire un projet presque aussi rentable que dans un endroit où il y a plus de vent ou plus de soleil, parce qu'on va le mettre à côté d'un projet de l'autre genre, si j'ose dire. Et comme ça, on va faire un développement plus harmonieux. Là, en France, on a des trous énormes. Je veux dire, toute la région Rhône-Alpes, il n'y a ni éolien ni solaire. PACA, ni éolien ni solaire. Ça n'a pas de raison d'être, il n'y a aucune raison. Etc. Il y a des régions qui ont joué le jeu, puis d'autres qui n'ont pas joué jusqu'à présent. Bon, donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut faire pour mieux développer ces ressources. Alors vous travaillez sur ces questions depuis très longtemps. J'ai même retrouvé pour un article récent vos tribunes dans Le Monde dans les années 90 sur la question climatique. Qu'est-ce qui, malgré tout, vous permet de garder espoir qu'on va dans la bonne direction? Alors, je vais faire une réponse provocatrice. La Chine, d'abord. Parce qu'on dit toujours la Chine, c'est le plus gros pollueur. Bah oui, c'est évident, ils sont 1,5 milliard, donc c'est un peu normal. On dit qu'ils construisent 2 centrales à charbon par semaine. C'est plus tout à fait vrai. Et surtout, le charbon se casse la figure en Chine maintenant. D'abord parce que la croissance ralentit, ce qui nous est arrivé il y a 40 ans dans les pays industriels, donc ça arrive à la Chine maintenant, c'est normal. Hein. Je suis pas pour la décroissance, mais je suis pas non plus pour rêver d'une croissance perpétuelle qui peut, quand la plupart des besoins de base sont satisfaits, bah oui, la croissance ralentit. Quand la croissance démographique ralentit, bah la croissance de l'économie ralentit, c'est un peu obligé, voilà. Donc ça ralentit en Chine, le charbon se casse la figure, c'est le début, hein, mais et puis surtout le développement à la fois de l'éolien, du solaire et de l'électrification est absolument spectaculaire en Chine. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à la fin de cette année à des objectifs qui s'étaient fixés pour 2030 en termes de développement éolien et solaire. C'est hallucinant. Ils installent la moitié de l'éolien et la moitié du solaire du monde entier. Donc ils font à eux seuls, ils sont 1/5 de l'humanité, c'est important, mais ils font la moitié de l'effort de renouvelables.
La prise de conscience des gens, qui est quand même beaucoup plus manifeste qu'avant, est une source d'espoir, mais moi, je n'espère pas que les gens vont tous se mettre à adopter un mode de vie super frugal. Je n'y crois pas. Et puis, même si on convainquait la moitié de l'humanité, l'autre moitié, ça suffirait à foutre la panique dans les émissions si on ne leur donne pas des technologies faible émission. Donc, c'est quand même la technologie qui va faire le plus gros du boulot. Alors justement, puisqu'on parle de mode de vie, je ne peux pas vous laisser repartir de ce studio sans vous demander comment vous réfléchissez à ces questions-là à un niveau plus personnel. Est-ce que vous, depuis que vous travaillez sur le sujet du climat, vous avez changé des choses dans votre mode de vie? Je ne sais pas, est-ce que vous prenez encore l'avion, par exemple? Alors, il y a des choses que j'ai changées depuis très longtemps. C'est-à-dire que je suis arrivé à Paris, j'avais une voiture il y a 40 ans. Je m'en suis débarrassé assez vite parce qu'elle ne me servait qu'à revenir de la fourrière, de toute façon. Et donc, je m'en suis débarrassé. Puis, je prends le métro, les transports collectifs depuis toujours. Voilà. J'ai pris beaucoup l'avion quand j'étais à l'Agence internationale de l'énergie parce qu'on nous envoyait en Chine, en Amérique, en Afrique du Sud, etc. Bon, donc j'ai pris beaucoup l'avion. Il va me falloir 400 ans de pissenlit par la racine pour équilibrer mon bilan carbone. Mais je commence pas tout de suite. Et oui, en gros, j'ai arrêté il y a longtemps de prendre l'avion pour ce qui m'était arrivé quelquefois pour des raisons touristiques. Ça, j'ai complètement arrêté. Il faut dire qu'à l'époque, je prenais assez pour des raisons professionnelles pour pas avoir envie de prendre l'avion en plus. Et donc maintenant, j'essaye de ne plus prendre l'avion, même pour des raisons semi-professionnel, puisque je suis retraité, mais j'ai quand même pas mal d'activités. Donc, j'essaye de me débrouiller autrement. Alors, c'est un peu plus facile du fait que je suis à la retraite et que j'ai parfois le temps. Par exemple, j'ai fait une intervention en Italie, en Toscane. Vous savez que le TGV ne passe plus dans le tunnel du Fréjus, donc je suis allé en TGV, puis en bus, puis en TGV, puis en train en Italie. Voilà, j'aurais pu prendre l'avion, j'étais à Pise en 1h30. J'ai essayé de pas faire ça, et puis j'ai essayé d'en profiter. Je me suis arrêté pour visiter Turin et Gênes, que je connaissais pas, voilà. Donc, mais je peux pas donner ça comme un guide de vie pour tout le monde, parce que d'abord, c'est 3 fois plus cher, et ensuite, ça prend 3 fois plus de temps. Justement, est-ce que sur ces sujets-là, il y a quelque chose qui vous énerve particulièrement, soit une pratique ou un discours que vous entendez souvent et vous vous dites ça, c'est vraiment un truc, ça devrait plus exister? Ce qui devrait pas exister, c'est l'avion trop bon marché. Il y a aucune raison, c'est pas possible. Et c'est pas possible d'avoir il y a pas de solution à court terme pour l'avion. Et les gens qui nous promettent qu'ils vont arriver à la neutralité carbone avec une croissance du trafic aérien qui continue comme avant, donc qui va vers un doublement ou un triplement en 2040, se fichent de notre gueule. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Ils peuvent mettre des milliards, s'ils veulent, dans les avions à hydrogène. Ils seront encore sur la planche à dessin en 2040, donc c'est de la blague. Et ils doivent, puis les pouvoirs publics doivent, que ça plaise ou non aux avionneurs et aux compagnies aériennes, mettre des vraies taxes sur le carburant aérien et sur le trajet en avion. Sinon, on n'en sortira pas et ça ne peut pas continuer à croître indéfiniment alors que tous les autres secteurs font des efforts. Voilà. Merci Cédric Philibert. Merci Nabil Wakim. Il y a plein de choses que je retiens de cette conversation avec Cédric Philibert sur les éoliennes. Et la première paraît assez évidente, mais je vais quand même le redire. Non seulement on a besoin des éoliennes dans la transition, mais en fait, elles occupent une place très importante dans nos chances de nous débarrasser des énergies fossiles. On ne peut pas vraiment faire sans. Moi-même, j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi, qu'on en avait besoin en mer et sur terre, qu'on a besoin qu'elles se développent plus vite en France et en Europe, mais aussi dans les pays du Sud, où c'est encore pas tellement le cas, faute de financement. La deuxième chose, et d'ailleurs au fond je trouve que c'est un peu la même chose que pour le nucléaire, on en avait parlé ici avec Nicolas Goldberg, c'est qu'il faut reconnaître aussi les inconvénients des éoliennes. Oui, elles ne produisent pas tout le temps, elles sont parfois mises au mauvais endroit, et il y a de gros efforts possibles pour limiter leur impact sur la biodiversité et améliorer le recyclage. Mais il me semble que la meilleure manière de résister aux fausses informations sur les éoliennes, comme les gens qui disent que ça produit rien du tout ou qu'il y a un moteur caché dedans, c'est aussi de reconnaître que les éoliennes sont imparfaites.
Et c'est pour ça que j'apprécie l'approche de Cédric Philibert, parce qu'il voit bien les défauts possibles des éoliennes. Mais il explique bien que, en fait, ça fait partie des outils les plus sérieux qu'on a sous la main pour y arriver. On peut les développer vite, avec un coût de l'électricité qui est pas trop cher, et c'est déjà une source d'emploi dans beaucoup de territoires en France. Mais il faut arriver à le faire d'une manière peut-être plus démocratique, en embarquant les citoyens et les élus locaux pour que cette énergie près de chez nous, elle soit vue comme un plus, comme une chance, et pas comme une invasion moche. Et je crois que c'est important de faire tout ça sans se moquer des gens qui ne veulent pas d'éolien ou en les prenant pour des idiots qui n'ont rien compris, mais plutôt en engageant la discussion et en essayant de voir où est-ce que ça bloque et de voir comment ça peut avancer quand même. Le troisième point, et il m'est resté dans la tête pendant toute cette conversation, c'est qu'on voit bien que vouloir remplacer toutes les énergies fossiles du monde par de l'éolien et du solaire dans les 30 prochaines années, c'est super difficile parce qu'on consomme encore 100 millions de barils de pétrole tous les jours, des quantités énormes de gaz et de charbon. En fait, c'est comme courir un marathon avec des boulets aux pieds. On ne se facilite pas la vie à vouloir tout remplacer par des énergies renouvelables. Pour que ça serve vraiment à quelque chose d'installer des éoliennes et des panneaux solaires, il faut que dans le même temps, on diminue notre consommation d'énergie en général. C'est plus simple, en fait, de se décarboner si on a moins d'énergie gâchée dans des éclairages de publicité dans le métro ou de chauffage à fond dans des bâtiments vides. Moi, ce que j'en retiens, c'est que puisque tout ça est déjà super difficile, toute énergie économisée, que ce soit au niveau individuel ou collectif, ça nous rend déjà un grand service. Alors, c'est pas très populaire politiquement pour gagner les élections de dire qu'il faut en fait consommer beaucoup moins d'énergie qu'aujourd'hui, mais en fait, cette sobriété-là, elle est en fait assez rationnelle quand on voit les défis d'installation d'énergie renouvelable auxquels on est confronté. Autre chose avant de nous quitter. Il me reste un chiffre dont a parlé Cédric Philibert, et ça concerne pas les éoliennes, mais les panneaux solaires. On installe maintenant tous les jours en solaire ce qu'on mettait 1 an à installer il y a 20 ans. C'est fou, c'est un bond énorme, c'est une accélération qui est rarement vue dans l'histoire de l'énergie. Évidemment, ça ne résout pas tout, mais d'abord, moi, je trouve ça plein d'espoir pour la suite, et ensuite, je me dis évidemment qu'il faudra y revenir dans un prochain épisode de Chaleur Humaine. Toujours preneur, sur ce point comme sur les autres, de vos avis et de vos critiques, de vos commentaires, à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. Cet épisode a été produit par Cécile Cazenave, réalisé par Florentin Baume et la musique originale, c'est toujours celle d'Amandine Robillard. Je me répète, mais si ça vous dit, vous êtes les bienvenus au premier Festival des idées Chaleur Humaine. C'est le 14 décembre à Paris et je vais faire revenir des invités du podcast en leur proposant de défendre une idée qui leur semble essentielle pour réussir la transition. L'idée, c'est qu'on ressorte avec plus d'outils dans la tête pour agir et pour réfléchir. Vous pouvez en savoir plus et vous inscrire sur le site du Monde Atelier et aussi dans l'infolettre Chaleur Humaine sur le site du Monde à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement pour la recevoir tous les mardis. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné envie d'installer une éolienne citoyenne en bas de chez vous ou à l'inverse de démonter les mâts de la commune voisine. Comme toujours, vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et votre meilleure recette de bouillon de légumes qui guérit toutes les maladies de l'hiver à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Vous pouvez aussi m'écrire par courrier au journal Le Monde 65 avenue Pierre Mendès France 75 013 Paris. Et si vous préférez parler, vous pouvez me laisser un message vocal au 06 99 89 79 82 par WhatsApp, Signal ou Telegram. Et oui, c'est bien le 06 99 89 79 82. C'est vrai, je mets très longtemps à répondre, mais je lis tout et j'écoute tout et j'essaye de répondre le plus possible. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez bien sûr vous abonner sur votre application favorite et vous pouvez même le recommander à d'autres et mettre des étoiles si ça vous dit. Allez, je ne peux pas vous laisser sans une recette très facile qui a traversé plusieurs fois la Méditerranée dans les deux sens, des petits chaussons aux épinards qui sauront vous réconforter dans cette période d'automne. Alors c'est très simple, vous faites revenir 2 gousses d'ail ou 3, un oignon ou 2, et vous rajoutez un peu de cumin dans de l'huile bien chaude, puis vous ajoutez les épinards, ça marche aussi avec du surgelé, et après vous faites bien évaporer l'eau pour qu'il n'en reste pas, voire vous égouttez tout pour pas garder d'eau du tout. Vous faites des petits ronds avec un verre dans une pâte feuilletée, vous garnissez avec les épinards cuits, vous pouvez rajouter des morceaux de feta ou de fromage de chèvre, et bien sûr des pignons que vous auriez fait griller avant en bonne quantité, ça marche aussi avec des amandes.
Et ensuite, vous refaites des ronds de la même taille dans une deuxième pâte feuilletée et vous les utilisez pour fermer les petits chaussons, en rond ou en triangle, comme vous préférez. Vous pouvez ensuite les peindre avec du jaune d'œuf pour que tout ça ait une tête absolument magnifique avant de tout passer au four à 190 degrés pendant 30 à 40 minutes. Et ensuite, vous pouvez les manger avec quelques gouttes de citron par-dessus et du yaourt à côté. Moi, je trouve ça assez réconfortant. Merci encore 1000 fois de votre écoute et de votre intérêt qui me touche toujours beaucoup. Bravo, un immense bravo. Si vous restez souvent jusqu'à la fin, je dois dire que ça y est, vous en êtes quand même à la 6e saison. Et donc ça fait plusieurs dizaines d'épisodes de Chaleur Humaine que vous acceptez d'écouter. Et ça, vraiment, un infini merci. À bientôt.